Comment s'assurer que le design est efficace et réponde correctement aux requêtes du demandeur et aux besoins des utilisateurs? Ne serait-il pas plus simple d'utiliser des millions de données pour avoir des résultats fiables et sans aucun biais afin d'orienter nos recherches UX? Durant cet échange avec Fanny Pourcenou, vous allez tout comprendre sur le design data-driven. Elle nous explique pourquoi et depuis quand elle l'utilise, comment elle l'a mis en place, est-ce que cette méthode est meilleure qu'une autre. À la fin de l'épisode, elle vous dira aussi s'il existe une formation sur cette méthode et vous donnera des conseils pour l'utiliser. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Bonjour à tous, salut Fanny, comment vas-tu? Très bien Laurent, ravi d'être là aujourd'hui. Merci aussi à toi d'être présente sur Design Plus aujourd'hui Fanny. Avant de commencer le sujet, peux-tu te présenter s'il te plaît? Avec plaisir. Eh bien bonjour à tous, je suis Fanny Pourcenou, directrice du Global Design chez Content Square depuis maintenant plus de 10 ans. Alors Content Square, c'est quoi? Content Square, c'est un éditeur de logiciels dédié à l'analyse des parcours et des pages web et applications. Qu'est-ce que je fais chez Content Square concrètement? Eh bien, aujourd'hui, je manage une trentaine de créatifs à travers le monde, donc principalement basés à Paris, mais aussi à Londres, à New York, à Munich, et on est en pleine expansion en Asie puisqu'on vient d'ouvrir un de nos bureaux à Sydney. Mon équipe, ce Content Square Studio, il va être chargé de toutes les productions créatives, les contenus UX qui sont liés aux besoins marketing, aux besoins internes et en partie clients. Auparavant, j'étais aussi en charge des audits de services UX pour nos clients en partenariat avec nos data analysts. Donc, c'est vrai que j'ai cette double casquette brand design, UX design depuis 10 ans chez Content Square. Et donc voilà, j'ai divers experts qui collaborent au quotidien au sein du studio, des UX designers, des brand designers, des motion designers avec cette même passion à travers le monde et c'est ce qui fait la force de notre équipe. Et on collabore au quotidien avec diverses équipes en interne à l'international pour répondre à leurs besoins de formation, de promotion, de communication. C'est un challenge au quotidien de trouver les solutions design et vidéo les plus adaptées à leurs besoins dans des délais impartis, souvent un petit peu short, je dois le dire. Mais voilà, toujours aligné avec notre image de marque. Mais voilà, c'est un challenge très inspirant et extrêmement motivant pour toute l'équipe. D'accord, ok, c'est une jolie description et je vois que l'équipe est assez grande, ça va être super motivant et inspirant. Et tu disais à l'instant que vous étiez répartis sur plusieurs continents et dans plusieurs villes. Quelle est la répartition à peu près entre Londres, Paris, New York, Sydney, s'il te plaît? Bon, je dirais qu'à Paris, on est une grosse dizaine. Et puis, ils sont entre 6 et 8 à New York et Londres et une plus petite équipe sur l'Asie. D'accord, très bien Fanny. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu voulais parler du design data-driven sur Design Plus aujourd'hui, s'il te plaît? C'est vrai que quand on a parlé de faire ce podcast, j'ai directement pensé à ce sujet design data-driven. Alors pourquoi? Tu vas me dire, ok, Fanny, tu gères un studio interne de créa comme plein d'autres. Finalement, qu'est-ce qui rend notre organisation ou peut-être notre production unique? Tout est parti de là. Honnêtement, comment s'assurer que nos créations sont efficaces? Comment s'assurer qu'elles répondent à la fois à la requête du demandeur, mais surtout répondent aux besoins de l'utilisateur final? Je baigne de la data chez Content Square depuis mes débuts. C'était assez intuitif pour moi de l'intégrer à différentes étapes de nos process.
Alors voilà, on est réunis aujourd'hui parce que je voulais vous parler de design data driven, autrement dit, comment créer des expériences digitales tout en plaçant la data au cœur de vos décisions. Chez Content Square, on a d'ailleurs un motto, Without data, this is just another opinion. Ça peut paraître un peu bateau, mais pourtant, cette phrase, on l'avait même écrite sur les murs et elle a une résonance toute particulière chez nous et pour moi, puisqu'en tant que designer, on nous apprend dès nos débuts à placer l'utilisateur final au centre des décisions, à jamais se satisfaire de son propre avis et vraiment l'empathie. C'est le maître mot qui doit guider nos travaux. N'est pas pour autant si facile et rapide à appliquer. Il faut définir un contexte, des personas, les étudier. Mais vraiment, comment savoir être sûr qu'on va tomber juste, avoir analysé les bons comportements, bien les interpréter. Voilà, il y a toujours une petite part de mystère derrière tout ça. Et voilà, avant d'utiliser la data à grande échelle, je basais mon travail sur des lois UX, des tendances UI. Je plaçais le test utilisateur tout au long du process, comme beaucoup d'entre vous, je suis sûre, afin de valider mes choix. On mettait l'utilisateur déjà au centre de la réflexion, mais c'est vrai qu'assez vite, j'ai pu constater des biais ou des mythes qui, du coup, avec l'évolution rapide des expériences digitales et la complexité des comportements utilisateurs, ont posé problème. Il était aussi vraiment beaucoup plus facile de remettre en question un test utilisateur sur un petit panel. Et donc voilà, il a fallu trouver une solution à tous ces problèmes. Chez Content Square, j'ai eu la chance d'évoluer dans une société qui analyse des millions de data au quotidien. Et c'est cette analyse de masse qui en fait sa force. Aujourd'hui, on a plus de 1000 clients à travers le monde. On a pu analyser les tendances UX sur tous les secteurs d'activité, quel que soit le device, afin de comprendre les comportements, même les plus complexes, pour nos analyses. Pour vous donner voilà quelques exemples de ces comportements, on va se demander quel est le comportement type d'un prospecteur sur un site corporate B2B, ou quel est le nombre moyen de pages produits consultées avant de valider son achat sur une application retail, quel est le scroll moyen en page liste pour un nouveau visiteur sur un site cosmétique. En vrai, la liste est infinie, sachant que la segmentation peut être encore plus poussée par pays, par navigateur web, etc. Donc voilà, c'est vraiment incroyable d'avoir accès à toute cette donnée, mais vous allez me dire comment on fait pour s'y retrouver finalement dans autant de data et que faire de toutes ces informations. Eh bien, nous avons collecté, agrégé toutes ces données pour en faire un benchmark que nous publions chaque année. Vous avez peut-être pas eu la chance de le voir passer en ce début d'année, mais vous inquiétez pas, le lien sera remis dans le post du podcast. Ces tendances, c'est vraiment la base du travail de mes UX stratégistes qui vont produire des best practices UX, UI qui seront utilisées comme formation en interne, mais aussi pour nos clients et qui vont pouvoir aussi servir de support de prospection pour nos événements marketing. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on va lancer notre portail design.contentsquare.com à la fin de l'année avec pour objectif de mettre à disposition de tout designer ces best practices data-driven. Qui n'aurait pas rêvé de pouvoir démarrer sa user research avec toutes ces best practices basées sur la donnée. Personnellement, j'aurais bien aimé. D'accord, très bien Fanny. Donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, vous allez proposer un site web qui va être dédié au design data-driven. C'est bien ça, Fanny ? Voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition de tout designer une base de données où il va pouvoir retrouver assez facilement des best practices. Alors, par exemple, voilà, on va créer un portail avec tout un tas de filtres et si vous êtes à la recherche de recommandations d'optimisation pour votre page produit, vous aurez des exemples documentés avec des wireframes par exemple. Si vous êtes à la recherche de données pour voilà comparer votre taux de scroll avec la moyenne, vous aurez accès à notre benchmark. Voilà, c'est différentes approches qui vont normalement répondre à toutes les questions de nos designers en interne et qui bien sûr s'adressent à toute une communauté en externe de designers qui cherchent de la data pour appuyer leurs décisions. D'accord, ça a l'air vraiment super intéressant et j'espère que ça pourra servir à tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler donc du design data-driven. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que c'est, s'il te plaît ? Alors,
Le design data-driven, je dirais que c'est une nouvelle approche créative. On veut mieux comprendre son utilisateur final en sachant plus que lui, finalement, sur son propre comportement et ses attentes. Alors, tu vas me dire, comment c'est possible d'en savoir plus que l'utilisateur lui-même? Oui, effectivement, ça m'intéresse. Eh ben, finalement, en analysant des millions de données et en regroupant nos utilisateurs en fonction de leur comportement de navigation, qu'on va agréger sous forme de segments, qu'on va ensuite rattacher à des personas, on va vraiment avoir toute une puissance de la data qui va à terme s'exprimer. Il n'y a pas de biais d'observation de l'expérience, comme on pourrait parfois l'avoir dans un test utilisateur, puisqu'on observe des comportements en masse et anonymement. Dans les faits, concrètement, ça va consister à choisir des pages ou des parcours que l'on souhaite analyser et aussi choisir le device, le pays, la période d'analyse et bien sûr la population concernée et ses objectifs, donc les personas, par exemple qui a terminé son parcours d'achat ou non, qui a cliqué sur cette vidéo, etc. Et on va observer leur comportement entre et au cœur des pages via notre outil. Cette phase d'analyse, elle peut être effectuée par n'importe qui a été certifié sur notre logiciel. On travaille également en collaboration avec nos data analysts lorsqu'on veut mener une analyse un peu plus pointue en utilisant de la data qui va être disponible uniquement en base de données. Et ensuite, on va passer à la phase qui est vraiment la plus stratégique pour nous, c'est l'hypothèse. En effet, on a pu identifier des comportements, les analyser, mais maintenant, comment être sûr finalement qu'on les a bien interprétés et qu'on n'est pas en train de faire fausse route? Et donc, cette formulation d'hypothèse, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis au cœur de notre méthode d'analyse chez Content Square. Et on va donc vérifier nos différentes hypothèses par d'autres données internes, comme le benchmark dont je vous parlais auparavant, ou des données externes qui vont être fournies par le client. Et c'est vraiment une étape cruciale puisqu'elle va vous permettre de vous assurer que vous êtes en train de lire la data de la bonne manière. Donc voilà, si je vous récapitule la méthode, on commence par l'analyse des problèmes UX identifiés, donc on compare, on identifie la data problématique, on relève des mauvaises pratiques et on passe à la phase d'hypothèse qu'on va valider ou rejeter via une deuxième analyse. Et ensuite, on va passer dans la phase de recommandation qui elle-même se découpe en 2 étapes. Recommandation UX, puis recommandation opérationnelle. Alors, la recommandation UX, c'est la réponse en termes de parcours, de navigation, de composants. Et la recommandation opérationnelle, ça va être vraiment la solution créative qui va être prête à être mise en production ou en A/B test. Donc, c'est vraiment la réponse créative finale que vous allez pouvoir maqueter. Donc, si je prends un exemple d'une recommandation UX, on va se dire que voilà, on a besoin de placer un bouton d'ajout au panier fixe au scroll. Donc ça, c'est vraiment en termes d'amélioration de pages et de parcours. Et la recommandation opérationnelle qui va en découler, ça va être de définir très précisément à quoi va ressembler ce bouton. Et donc de se dire, voilà, ce bouton doit être placé dans une barre de tant de pixels, de telle couleur, afin de suivre le design system, etc. Et donc de savoir exactement ce qu'on doit maqueter pour la mise en place. Donc, bien sûr, vous vous en doutez, ces recommandations, ça s'appuie aussi sur des heures de veille et de benchmark afin d'être toujours au courant des dernières tendances et des innovations. Et c'est vrai que grâce au large panel de clients qu'on a chez Content Square, ça nous permet d'avoir une bonne représentativité sur tous les pays et sur tous les secteurs d'activité. Et bien sûr, tester, c'est la clé car l'erreur reste humaine. On peut être parfois persuadé d'avoir trouvé la bonne solution et tant qu'on n'a pas testé, finalement, on n'est pas sûr à 100%. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Suivre vos résultats après une mise en production ou consulter les résultats de votre A/B test, ça sera toujours la meilleure façon de valider ou invalider votre hypothèse. D'accord. Excuse-moi, dans le produit Content Square aujourd'hui, il n'y a pas de test, hein. C'est bien ça? C'est ça. D'accord, il y a pas de briques en fait pour tester, c'est surtout de la recommandation, je crois, hein. Non, aujourd'hui, on n'a pas cette brique de test, comme on pourrait dire. On l'a eu par le passé, c'est vrai que c'est un choix stratégique qu'on a choisi de délaisser à un moment puisqu'on a voulu se concentrer sur la partie d'analyse, mais on travaille avec de nombreux partenaires dans le domaine du digital et nos clients d'ailleurs ont l'habitude de les utiliser en complémentarité avec Content Square. Très bien. Est-ce que en utilisant cette méthode, en menant toutes ces étapes, est-ce que c'est plus long, plus fastidieux au quotidien? Honnêtement,
Je vais te dire que non. Mais c'est vraiment devenu un automatisme chez nous. Personnellement, je peux pas me passer de cette phase d'analyse en amont, en aval. Je trouve que ça donne tellement plus de poids et de validité à mon travail, à celui de mon équipe. Ça permet de convaincre facilement aussi les collègues de fausses bonnes idées. Ça va limiter les débats inutiles et ça, c'est pas peu dire parce que c'est vrai que je sais pas pour les designers qui nous écoutent comment ça se passe en interne chez eux, mais chez nous, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'être designers et c'est très bien. Cet engouement est fort plaisant, mais c'est vrai que voilà, des fois, on a aussi envie d'appuyer notre expertise et pouvoir l'appuyer sur la data, c'est définitivement un poids supplémentaire. Et voilà, chez nous, la data fait loi et elle permet de guider efficacement les projets. Et donc, comme je vous le disais, au sein de mon équipe, c'est nos UX design stratégistes qui sont chargés de cette mission d'analyse pour préparer notamment les wireframes data-driven de tous nos projets. D'accord, Fanny. Pour que les auditrices et auditeurs puissent mieux comprendre, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, s'il te plaît ? Complètement. Alors, on va commencer avec un premier exemple. On est en pleine refonte de notre site Content Square Corporate. Alors, bien entendu, on a pu pleinement analyser l'expérience utilisateur sur notre précédent site pour en retirer les bons enseignements et pas reproduire les mêmes erreurs. Et on va pouvoir, grâce à cela, pousser les bons contenus au bon moment de l'expérience. Grâce à ces données, on a pu intégrer des best practices aussi qu'on a appris via nos clients, par exemple dans le parcours de demande de démo ou de recherche d'offres de job. Et on a pu challenger notre barre de navigation pour mieux guider nos visiteurs, toujours grâce à la donnée. Très bien. Tu parlais à l'instant des best practices. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc pour la demande de démo, on avait constaté que la vidéo de démo, c'était quelque chose qui était très engageant pour nos prospects. On avait un taux d'attractivité, donc c'est le pourcentage de visiteurs qui ont cliqué sur une zone après y avoir été exposés, qui était de 0,6% sur le bouton de demande de démo classique, alors qu'il était déjà de 5% sur le bouton de demande de démo en vidéo. Donc on sait que voilà, définitivement c'est un contenu attractif, c'est quelque chose qui a fait ses preuves et donc on avait tout intérêt à conserver cette entrée. On a choisi d'en faire une entrée principale de notre parcours de démonstration dès la page d'accueil. On a aussi utilisé des données de clics et d'hésitation pour clarifier notre menu, notre barre de navigation, la réorganiser, renommer certaines entrées qui n'étaient pas très bien comprises et simplifier le parcours. Donc, on a notamment gardé les entrées qui étaient les plus consommées en top de liste et on a clarifié les labels qui étaient un petit peu confusants. Alors, par exemple, les entrées qui étaient le plus consultées sur notre menu avec 4 et 2,6% de taux de clic, c'était nos entrées qui étaient dédiées à la solution et son usage, bien sûr, et aussi 4,6% étaient l'entrée dédiée à notre Qui sommes-nous, donc la page Société Content Square. C'était vraiment les 3 entrées principales pour nos visiteurs. Et donc, on a choisi de continuer à bien les mettre en avant dans notre menu aujourd'hui et encore plus dans la sous-navigation de choisir les entrées qui étaient le plus consultées. Donc, par exemple, l'analyse de parcours et les cartes de chaleur, donc qui sont très propres à notre solution. Et de transformer l'entrée société en nous rejoindre, puisque c'était clairement la majorité des intentions de parcours des gens qui voulaient en savoir plus sur la société. Voilà, la majorité des gens finalement voulaient postuler. Donc on a réadapté notre menu avec toutes ces données. Et bien sûr, on continue d'analyser de manière qualitative aussi nos projets avec des tests utilisateurs. Mais voilà, on sait que l'analyse quanti est une mine d'or sans fin. Elle nous permet assez vite de convaincre de ne pas suivre telle ou telle piste créa, puisque nous savons via la data que ce comportement n'est pas le bon. Donc voilà, ça nous a permis de faire ce projet assez rapidement. Et on a lancé cela, je crois, maintenant, il y a moins d'un mois. D'accord. Est-ce que tu penses qu'en utilisant la data, vous êtes allé plus rapidement, par exemple, sur ce projet qu'une méthode dite classique ? Je pense que l'avantage qu'on a, c'est que le site existe depuis
10 ans, et on a pu apprendre au fil des versions de nos erreurs. Donc, je suis persuadée que voilà, la refonte va être aussi plus rapide grâce à ça. On va pouvoir éviter les écueils, ne pas retomber dans nos travers. Et on va aussi lancer des A/B tests en parallèle à chaque fois qu'on aura un doute. Donc voilà, je dirais que globalement, on va être assez efficace. C'est vrai que là, on a pour objectif de sortir une vingtaine de nouvelles pages là sur le site d'ici un mois. Donc ça aussi, ça vous montre qu'on arrive à avoir un travail assez rapide sur la partie créative en se basant sur la donnée. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup, 20 pages pour un site corporate. Vous avez certainement beaucoup de choses à dire. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner, s'il te plaît, un autre exemple, moins corporate, peut-être aussi plus côté client? Tout à fait. Alors, on va prendre un exemple d'un client qui est un acteur majeur du cosmétique. Et notre client, il voulait en savoir plus sur la navigation et la performance de son nouveau parcours inspirationnel qui accompagnait le lancement d'un parfum. Alors, après avoir défini avec lui quel est le parcours exact qu'il souhaitait analyser, ses personas clés, on a donc répété les différentes phases de l'analyse. Donc, si vous avez bien suivi, on a donc nos 4 phases: identification du problème UX, hypothèse, recommandation UX puis opérationnelle pour aboutir à la meilleure solution. Alors, posons déjà un contexte défini par notre benchmark. Alors, vous allez voir, je vais vous partager plein de données. N'ayez pas peur. Il y en aura même d'autres dispo à la fin de ce podcast. Alors, pour le secteur cosmétique, le trafic est très largement mobile. Voilà, il faut sauter de l'idée que aujourd'hui vos visiteurs sur un site cosmétique viennent principalement sur leur desktop. C'est faux. Le trafic est mobile avec plus de 70%. Et juste pour se donner une idée, en comparant à une moyenne tout secteur confondu, c'est 58%. Normalement, le trafic mobile. Donc voilà, définitivement sur le secteur cosmétique, pensez mobile first lorsque vous créez vos pages et vos parcours, puisque c'est de cette façon-là qu'il sera consommé. Ensuite, on peut s'interroger sur quelle est la part de visiteurs qui reviennent sur votre site. On peut se dire, voilà, on a beaucoup de nouveaux visiteurs, combien on va avoir de personnes qui reviennent, quelles que soient leurs intentions. Et là, la moyenne est de 51%. Vous allez me dire, finalement, le secteur du cosmétique, il se situe où par rapport à ça? Le secteur du cosmétique, il a un taux de revisite de 45%. C'est un petit peu en dessous, mais c'est pas si loin. Donc voilà, il faut bien se concentrer sur l'importance de convaincre dès la première visite. Vous n'aurez pas forcément une deuxième chance si vous ne l'avez pas été à la première visite. Et donc, il faut s'assurer au maximum de la clarté de son parcours. Alors, on revient à notre exemple. Donc, on voyait que nos acheteurs du parfum en question avaient passé 55 secondes sur la page inspirationnelle, qu'ils avaient consulté en moyenne 2 fois cette page à partir de la page d'accueil avant de continuer vers le tunnel d'achat qu'ils avaient rempli et validé sans problème avec une conversion de 3,5%. Vous allez me dire, comment je sais si ces données sont de bon augure ou pas? Alors, on va les prendre une par une. Donc, on avait une page qui était consultée 2 fois en moyenne dans le parcours. Alors, il faut savoir que le nombre de pages vues moyen pour le secteur du cosmétique est de 6 et il passe à 25 pour une session acheteuse. Avec 25 pages, vous allez me dire, a priori, il en aura vu des produits, mais c'est normal. Sur un secteur cosmétique, on va avoir beaucoup de prospection, beaucoup de comparaisons. Donc finalement, se dire que voilà, votre visiteur est revenu 2 fois sur votre page inspirationnelle, c'est plutôt bon signe, c'est que cette page l'a intéressé et qu'il a définitivement envie d'en savoir plus. Donc pas d'inquiétude particulière à avoir par rapport à ça. Ensuite, on avait le temps passé, 55 secondes. La moyenne, elle va être plutôt autour de 45 secondes. Donc c'est un petit peu au-dessus. Donc on va se demander, voilà, est-ce que finalement il n'y avait pas un contenu trop long à découvrir sur cette page? Est-ce qu'il n'y a pas eu des contenus cachés ou difficiles à appréhender qui ont fait que finalement il a un petit temps supplémentaire par rapport à la moyenne? Mais voilà, ça fait partie des hypothèses qu'on va pouvoir émettre par la suite.
Voilà. Et puis ensuite, on avait ce fameux taux de conversion qui était de 3,5. Et voilà, pour vous donner la moyenne, sur le secteur du cosmétique, on a un taux de conversion de 3,9%, donc on est très proche. Mais sachez que c'est un taux de conversion qui est beaucoup plus bas, par exemple, que la grande distribution, qui va être autour de 7. Donc voilà, c'est plein de choses à garder en tête lorsque vous analysez ce parcours. Alors maintenant, si on revient à notre page inspirationnelle, on voit que nos utilisateurs ont beaucoup consommé la vidéo de présentation avec un taux de clic très élevé, alors que cette vidéo est placée en bas de page. On va maintenant parler des taux de scroll. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on se demande souvent. Est-ce que la personne qui visite ma page a suffisamment scrollé ou pas? Pour le secteur du cosmétique, on va avoir un taux de scroll de 45%. Versus 52 pour la moyenne. Donc peut-être que cette page n'a pas assez appelé au scroll afin de présenter tout son contenu. Donc peut-être qu'en effet, ça rejoint ce qu'on commençait à avoir comme hypothèse que voilà, ma vidéo a pas été vue en bas de page puisqu'on n'a pas compris qu'on pouvait scroller jusque-là pour l'atteindre. Sinon, on voyait que les visiteurs avaient globalement bien consommé les contenus, sauf le bloc ingrédients. Donc, ils avaient mal compris le fonctionnement, vu qu'ils avaient vu qu'à 2% que celui-ci était cliquable. En revanche, ceux qui avaient réussi à accéder à ce contenu n'avaient pas eu besoin de revenir une deuxième fois sur la page et avaient converti plus rapidement. Aussi, quelque chose à garder en tête lorsque vous faites une analyse de page, c'est le temps de chargement. Il faut qu'il soit rapide pour pas décourager votre visiteur. Pour le secteur du cosmétique, il est de 1,4 secondes en moyenne. Et par exemple, dans d'autres secteurs, il va jusqu'à 2,3 secondes pour le secteur de l'énergie. Donc, on voit définitivement que certains secteurs ont des optimisations à faire. Mais voilà, ici, les contenus avaient été bien optimisés pour un chargement rapide avec un poids des images et des chargements vidéo rapides. Donc voilà, on va avoir analysé tous ces premiers problèmes, tous ces comportements. Donc l'hypothèse qu'on a envie de formuler assez rapidement, alors bien sûr on pourra en faire plein, mais on va aller vers les plus évidentes, je dirais, pour aujourd'hui. Donc la première, ça serait que la connaissance des ingrédients est cruciale dans notre parcours d'achat, parce qu'elle va aussi peut-être rassurer les utilisateurs. Et concernant la vidéo, qu'elle apporte de la précision sur le design du flacon et qu'elle va rassurer le visiteur et l'aider à convertir. Donc on va reprendre toutes ces hypothèses, les comparer avec d'autres parcours similaires et on s'aperçoit que oui, définitivement, la connaissance des ingrédients dans le secteur du cosmétique, ça influe très fortement sur la conversion. Et tout comme les visuels du flacon, du packaging, c'est quelque chose de très consommé et ça influe toujours positivement sur l'achat. C'est fou parce que en t'écoutant, j'apprends vraiment des choses. Je pensais que représenter un flacon, finalement, c'était plus artistique. Mais en fait, le côté marketing est vraiment très important. C'est assez fou, quoi. Non, ouais, Et après, on a envie de se dire, finalement, on a aussi envie de retrouver une expérience similaire à ce qu'on pourrait avoir en boutique. C'est vrai que quand on vient acheter un parfum, bien sûr, on a envie de découvrir sa senteur, mais souvent le packaging ou le flacon peuvent jouer. Et donc le plus il est mis en avant sur les sites web et applications, le plus il est consommé et apprécié. D'accord, très bien. Je te laisse continuer. Non, pas de souci. Donc passons aux recommandations qui découlent de notre hypothèse. Donc cette fameuse liste d'ingrédients, comment on va la rendre directement accessible depuis la page? On va la mettre dans un bloc bien identifié tout en gardant une clarté de navigation. Et notre vidéo, a priori, on va la placer plus haut dans la page et on va proposer, pourquoi pas, par exemple, un visuel 3D avec lequel on va pouvoir interagir pour présenter le flacon et le packaging en haut de page. Et maintenant, comment on va transcrire ces recommandations de manière opérationnelle? Comment notre designer va-t-il pouvoir créer la maquette prête à être intégrée? Par exemple, pour le texte des ingrédients, on va définir, il sera placé à cet endroit précisément sur la page, avec telle graisse pour le texte, telle couleur,
tel typo pour suivre la charte graphique. Et notre visuel 3D, on va s'inspirer de telle marque qui a ce module de présentation 3D et le placer exactement à tel endroit sur la page puisque ça fait sens. Et voilà, il n'y a plus qu'à implémenter et tester encore et toujours ces changements pour mesurer l'amélioration de l'expérience sur la page et l'impact sur la conversion et le tunnel d'achat. Bon, vous l'aurez compris, je ne jure que par cette méthode désormais. Cette méthode a forcément évolué avec le temps, car nous n'avions pas autant de données à nos débuts, mais globalement, le procédé est vraiment resté le même. On relève un problème, on émet des hypothèses, on compare avec d'autres data, on analyse plus en détail et on formule des recommandations. Et surtout, on n'oublie pas, notamment pour les A/B tests, de se dire que plusieurs recommandations opérationnelles, donc UI, peuvent solutionner une recommandation UX. C'est vrai que des fois, on se dit je suis sûr qu'il faut placer le bouton à tel endroit ou le mettre de telle couleur. Des fois, on s'est aperçu que un simple A/B test pouvait donner la réponse que l'on ignorait. Donc, il faut jamais rester sur ses acquis et le plus on peut proposer plusieurs solutions, le mieux on est sûr d'avoir la meilleure à la fin. D'accord, c'est vraiment super intéressant et enrichissant d'avoir tous ces chiffres et ce retour d'expérience de ta part, Fanny, avec ce client dans la cosmétique. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment cette méthode s'est imposée chez Content Square, s'il te plaît ? Tout à fait. Ça s'est imposé assez rapidement et assez facilement finalement parce qu'on voulait vraiment laisser moins de place aux aléas, aux interprétations subjectives, tout en commençant à optimiser nos process afin de pouvoir analyser un grand nombre de sites en parallèle. Comme je vous disais, aujourd'hui, on a plus de 1000 sites clients. On peut pas non plus passer des heures et des heures d'analyse et repartir de zéro sur chaque projet. On a besoin d'avoir une méthode efficace qui nous permet de délivrer rapidement des analyses de qualité. Et donc cette méthode, on l'a créée en interne entre l'équipe de data analyse et la mienne en UX design. On a itéré plusieurs fois en mesurant la performance de nos analyses, de nos recommandations. On l'a affinée pour qu'elle soit intuitive dès la formation de nos nouvelles recrues. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été très important pour nous d'avoir des retours de nos clients sur la méthodo, d'avoir des retours de nos nouveaux membres sur cette méthodologie pour savoir comment on peut encore la simplifier et comment la rendre complètement intuitive pour toutes les personnes qui l'utilisent. D'accord, donc ça veut dire que cette méthode a été mise en place il y a pas mal de temps, qu'elle a été éprouvée par votre équipe, qu'elle est aussi reconnue par d'autres services et bien sûr approuvée par votre hiérarchie. C'est ça ? Complètement. Aujourd'hui, quand on parle de la solution Content Square, on présente l'outil. Et dès qu'on parle aussi de présentation de nos services UX, on présente cette méthodologie. C'est quelque chose qui est aujourd'hui connu de nos clients, apprécié et qui a fait ses preuves. D'accord. Et depuis combien de temps vous avez mis en place cette méthodologie ? On l'a créée il y a environ 8 ans, je dirais, aujourd'hui. Et si on a choisi de la conserver, c'est tout simplement parce qu'elle a vraiment fait ses preuves, comme je vous disais, aussi bien en termes de résultats sur nos créations qu'en efficacité dans nos process. Ce qui est très plaisant à voir, c'est nos clients qui ont mis en place exactement cette méthodologie en interne, qui en sont ravis, car ils ont pu bénéficier aussi des mêmes avantages dont je vous parlais, efficacité, collaboration entre les équipes UX et data, des résultats positifs. Et donc voilà, notre objectif à Content Square, c'est de s'assurer que tous nos clients sont bien formés à cette méthode, qu'ils puissent la mettre en place à leur échelle, bien sûr, parce que chaque client est unique, a une organisation dédiée. Et même pour aller plus loin, on commence à former des étudiants comme à Kedge Business School. Et l'objectif, c'est vraiment que l'apprentissage de notre plateforme et des méthodologies qui en découlent se fasse le plus tôt possible dans les carrières aussi bien data analyse, account manager ou designer, afin de capitaliser sur cette méthodo pour qu'elle soit bénéfique aux entreprises. D'accord, très bien. Est-ce que pour toi, cette méthode est meilleure qu'une autre méthode dite classique ou plus courante ? Je dirais un seul argument pour vous convaincre finalement d'appliquer cette méthode, c'est l'efficacité.
Efficacité de production. Vous allez avoir accès à votre data instantanément 24 heures sur 24, donc votre prise de décision est extrêmement rapide. Il n'y a pas de facteur extérieur, entre guillemets, pour vous ralentir. Une efficacité de conviction. Vous allez pouvoir aligner tous vos preneurs de décision. Ça va être simple et rapide et, comme je disais tout à l'heure, fini les longs débats d'opinion. Data beats opinion. Et enfin, j'ajouterais une dimension de valorisation du travail des designers qui est très importante aujourd'hui, puisqu'ils vont pouvoir backuper leur choix par de la data et ça va vraiment donner un poids supplémentaire à leur travail. Fini les bonnes pratiques génériques et bienvenue dans l'ère de l'UX quantitative. Alors bien sûr, j'insiste sur le fait que cette méthode doit toujours se coupler à de l'analyse qualitative et n'a en aucun cas vocation à déprécier les méthodes dites classiques basées sur les entretiens utilisateurs et les personas. Juste cette méthode, elle va apporter une dimension différente basée sur le comportement de masse qui, bien interprétée, est d'une valeur vraiment inestimable. Elle permet, comme je vous le disais juste avant, un déploiement qui est généralement beaucoup plus rapide, avec la qualité qui prévaut sur le rendement. Et vraiment, la méthode data-driven, ça va allier les deux. Une approche qui va rester très similaire des approches plus classiques, avec une parfaite connaissance du contexte, un soin particulier à la définition de nos personas, des recommandations UX, UI qui reposent sur les dernières best practices, tendances, innovation. C'est vraiment seule la partie centrale d'analyse qui va différer. D'accord, ok. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait bloquer la mise en place de cette méthode au sein d'une équipe design, s'il te plaît ? Design Plus. Honnêtement, cette méthode, elle s'adapte vraiment parfaitement à toute taille d'équipe et à tout type de produits, web, mobile, applications, tout secteur d'activité. Aujourd'hui, les seuls bloqueurs que je vois à la mise en place d'une telle méthode de travail, ça pourrait être des vieilles méthodes de travail difficiles à déloger, soit par manque de temps, peut-être une peur du changement. Ça peut être aussi un budget un petit peu fragile pour s'offrir un outil d'analytics plus poussé. Mais vraiment, aujourd'hui, sur le marché, vous allez trouver des solutions gratuites ou d'entrée de gamme qui vont être vraiment de plus en plus performantes. Je ne peux évidemment que vous recommander Hotjar que nous avons acquis l'an dernier et qui fournit un analytics de qualité pour les small business. Autre difficulté que vous pouvez peut-être rencontrer à la mise en place, ça va être une équipe trop restreinte. En effet, si vos designers sont déjà entre guillemets sous l'eau parce qu'ils sont en charge de trop d'interfaces, trop d'éléments à produire, il va leur être difficile de dédier un temps suffisant à la recherche, à l'analyse. Et d'ailleurs, selon nos équipes clients, l'analyse est effectuée par différents profils selon leur organisation. Ça peut être des data analysts, des UX designers, des UI designers, des product managers, des personnes en charge du merchandising. Voilà, c'est très varié. Mais c'est vrai que plus le designer peut manipuler la data par lui-même et plus il saura être agile et efficace dans l'usage de cette méthode. Et donc chez nous, c'est les UX designers qui s'occupent de cette partie analyse et recommandation, wireframe. Et c'est nos brand designers ensuite qui vont se charger de les transformer en recommandations opérationnelles et donc de l'UI et des maquettes haute fidélité. Et bien entendu, les deux expertises collaborent tout au long du process. Et c'est vrai qu'on a choisi de découper la timeline ainsi pour mieux répartir les tâches en fonction des expertises et de la charge de travail. Donc voilà, ces deux équipes, je pense qu'on peut le dire, ils ont l'obsession de la data aujourd'hui. Ils veulent des chiffres toujours et tout le temps pour mesurer la performance de leur créa. Ils analysent leurs pages existantes avant de créer les nouvelles. Ils recueillent des insights sur les performances des designs qu'ils ont en production. Ils apprennent de nos succès clients aussi pour encore et toujours mieux performer. Voilà, c'est vraiment devenu un automatisme naturel dans leur façon de travailler, de convaincre, de progresser. Même ceux qui ont choisi d'autres parcours en interne ou en externe sont restés dans cette approche et utilisent encore la data au quotidien dans leur job car ils sont convaincus de sa valeur. D'accord, super intéressant. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une formation dédiée au design data-driven, s'il te plaît ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a déjà formé quelques promotions d'étudiants cette année à l'outil Content Square et notre volonté, c'est d'en faire un must-have pour tout étudiant dans le digital et notamment pour les designers. On travaille sur différents partenariats et on fait aussi des sessions d'introduction dans des écoles, dans des incubateurs pour vraiment sensibiliser ces populations.
Personnellement, j'aurais vraiment rêvé d'apprendre ça à l'école. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lors de mon stage de licence, j'avais travaillé sur l'optimisation de sites e-commerce beauté et mon directeur utilisait déjà un analytics, donc c'est Clicktel, une des solutions qu'on a également rachetées. Et pour l'époque, il était vraiment visionnaire. Il savait déjà prendre des décisions data-driven. Donc, grâce à lui, j'avais déjà entrevu le potentiel de la data pour l'optimisation du design, mais j'avais pas vraiment pu l'appliquer avant de démarrer chez Content Square. D'accord, donc en fait, tu étais déjà préformaté pour rentrer chez Content Square, c'est ça? Exactement, c'est ça. On avait déjà titillé mon intérêt de la data pour guider des choix design. Et la formation à l'outil Content Square aujourd'hui, c'est vraiment automatique à l'arrivée de tout nouvel employé. Il est formé, il est certifié lors de nos sessions d'onboarding qu'on appelle Rocket Days chez nous. Concrètement, ça se présente comment? C'est des workshops de 2 heures. Il y en a environ 4 pour être vraiment formé à l'outil, à la méthode. Et ça va permettre d'apprendre pas à pas les automatismes. Alors attention, bien entendu, il faudra plus de temps pour maîtriser parfaitement l'outil et la méthodologie, mais vraiment de manière complètement transparente, la montée en compétence est rapide et de toute façon, on l'encadre par des seniors, donc voilà, c'est quelque chose qui se prend en main très facilement. Donc ça veut dire que le nouvel employé est accompagné sur plusieurs semaines ou plusieurs mois par un senior, c'est ça? C'est ça. Voilà, on est sur un mois et demi pour nos designers pour une montée en compétences rapide. Ouais. D'accord, c'est très rapide. À l'instant, tu disais que vous commenciez à faire des sessions de présentation dans les écoles de design de votre méthodologie. Est-ce que tu penses qu'il devrait avoir des formations plus complètes et plus poussées sur cette méthodologie ? Complètement. Je dirais que la valeur ajoutée, elle est sans appel et former les designers à une nouvelle approche qui a fait ses preuves, je ne peux que la recommander. Donc oui, je pense que les écoles de design devraient intégrer un cours dédié à la data dans les parcours de formation, l'utilisation de la data. Ça ferait vraiment une vraie différence sur les prochaines promotions de designers. J'en profite pour faire un petit aparté design inclusif. C'est vraiment un vaste sujet qui sera sûrement couvert par un expert dédié sur ce podcast, j'en suis sûre, mais c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Chez Content Square, on a la chance d'avoir un outil d'analyse de l'accessibilité également, ainsi que des services d'audit. Ça nous a permis aussi de préparer tout un tas de best practices et de benchmarks de solutionnement sur des problématiques d'accessibilité. Puisqu'on finalement voilà, on recherche la meilleure UX en termes de performance, mais il faut jamais oublier qu'on cherche aussi la meilleure UX en termes de performance pour tous. Et ce sujet d'inclusivité, je trouve qu'il est encore trop peu considéré par les sociétés. Et chez nous, c'est devenu un de nos piliers afin de proposer, comme le dit notre nouvelle baseline, un more human analytics, c'est-à-dire ne plus exclure de population dans nos analyses et nos solutionnements. Donc voilà, cette accessibilité numérique, ça fait partie de la data Content Square aujourd'hui et c'est une grande fierté de pouvoir l'intégrer à nos analyses et projets. D'accord. Et depuis quand vous intégrez cette nouvelle dimension dans le produit Content Square ? Ça fait environ 1 an et demi que l'accessibilité est devenue une de nos priorités. Ça s'est fait aussi en lien avec le rachat de la société Adapt My Web à cette même période. Ok. Et comment c'est venu l'idée de Content Square d'intégrer cette nouvelle dimension qui est l'accessibilité ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on évolue dans une société qui explose dans le monde du digital et qui se veut inclusive. Je dis bien qui se veut, puisqu'aujourd'hui, on est très loin de proposer une majorité de parcours qui sont vraiment inclusifs et accessibles. Et donc, il est vraiment important de penser, concevoir des interfaces et des parcours qui respectent ces grands principes d'accessibilité pour offrir la meilleure expérience pour tous, qu'on soit en situation de handicap ou non. Et donc, pour vous parler un petit peu plus en détail de la technologie et de l'expertise d'Adapt My Web, donc ce qui a vraiment déclenché l'accélération de l'accessibilité chez nous, il contribue à rendre le contenu digital accessible aux personnes ayant des problèmes de lecture.
notamment celles qui vont souffrir de déficiences visuelles. Donc on est complètement dans cette démarche et depuis 1 an et demi, on a mis en place donc un plugin d'accessibilité sur notre site corporate qui va vous permettre de choisir selon votre déficience quelles sont les modifications que vous voulez apporter concrètement, visuellement sur la taille du texte, les contrastes, etc. pour avoir un meilleur confort de lecture. On a repensé notre produit pour le rendre jour après jour plus accessible. C'est vraiment un très gros projet côté produit chez nous, puisque l'idée est vraiment d'atteindre un taux d'accessibilité record pour un logiciel. Et on a aussi créé une offre de service dédiée à l'accessibilité pour nos clients. Également, sur une autre facette de l'accessibilité, on a créé une fondation qui a donc forcément un but non lucratif pour promouvoir l'accessibilité numérique dans l'éducation, la tech et la responsabilité sociale des entreprises. Et au sein même de cette fondation, ils ont déjà lancé plusieurs projets, dont Readapt, qui permet d'offrir à tous un outil d'aide à la lecture personnalisable, qui est déjà disponible sur Microsoft Word et sur Chrome. Donc voilà, on a lancé notre nouvelle identité de marque en ce début d'année. Je ne sais pas si vous avez vu passer notre nouveau logo, mais c'est vrai que il va être crucial pour nous d'utiliser la data pour comparer les performances business, les performances de parcours sur nos campagnes, nos landing pages, notre site corporate, et donc aussi bien des data UX que des data d'accessibilité pour mesurer l'impact de notre rebranding et d'être en perpétuelle amélioration. Tout comme notre produit d'ailleurs lui-même se sert des comportements de ses utilisateurs pour encore et toujours s'améliorer. Très bien, Fanny. Nous arrivons bientôt à la fin de cette interview et avant, j'aimerais te poser quelques questions. Mais pour commencer, peux-tu nous faire une conclusion, s'il te plaît ? J'espère vous avoir convaincu, au moins d'essayer une méthode data-driven pour votre prochain projet de design, votre prochaine refonte. Vraiment, vous devriez plus pouvoir vous en passer d'ici quelques mois. Alors bien entendu, il est important de l'implémenter à votre rythme, à votre échelle, pour en tirer sa pleine valeur. N'oubliez pas de compléter encore et toujours avec de l'analyse qualitative. Vraiment, encore une fois, je ne suis pas venue vous dire d'oublier les méthodes plus traditionnelles. Je voulais juste vous entrouvrir la porte vers une nouvelle façon de voir le design. Prenez vos décisions sur des millions de comportements, maximisez vos chances de taper juste. D'accord, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retires de cette expérience, s'il te plaît ? Je dirais qu'on assiste à une vraie accélération de l'intégration de la data dans l'UX digital sur ces 3 dernières années, ce qui est une vraie démonstration d'un changement des mindsets dans le monde du digital et encore plus dans le monde du design. Et je suis convaincue qu'en apportant ces formations data-driven dès l'école, les prochaines promotions de designers seront encore plus performantes, inclusives et empathiques. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a encore un autre step à venir, c'est de former dès l'école les nouveaux designers. C'est ça. On est vraiment là au tout début du potentiel qu'on entrevoit et si on peut se donner comme objectif que dans peut-être 5 ans, toutes les grosses formations de design et un parcours de data intégré, ça serait vraiment formidable. Ah oui, effectivement, il y a encore pas mal de boulot. J'aimerais te poser la question, quelles erreurs as-tu faites, s'il te plaît ? Je vais dire la grande classique, mais jetez-moi la pierre si ça vous est jamais arrivé d'être convaincu par votre propre idée. Peut-être une des erreurs, peut-être qu'on peut qualifier du débutant, mais pas assez se fier justement à cette data, rester un peu sur ses acquis, ses croyances. On a tendance un peu à rester au début sur ses a priori, se dire que oui, ce qu'on a identifié, c'est un comportement isolé, que c'est pas une généralité. Dites-vous bien qu'en fait, vous ne savez pas ce qui se passe sur votre site, sur le site de votre client. Vous ne pouvez pas savoir et il n'y a que la data qui pourra vous donner la solution. Ok. Tout à l'heure, tu disais que ça faisait 8 ans que le design data-driven existait chez Content Square. Et j'aimerais savoir à partir de quand tu l'as lancé. Est-ce que tu l'as lancé dès le début ? Est-ce que tu as attendu d'avoir 3, 4, 5 designers ou d'avoir une équipe plus importante ?
On l'a vraiment démarré dès les débuts, quand on était 2 ou 3. Voilà, c'était vraiment lié, alors forcément à l'expertise même de la société et donc le fait d'avoir à disposition toute cette donnée. Mais voilà, je pense qu'il y a pas de bon ou de mauvais moment pour mettre en place la méthodo. Ça correspond vraiment en général à un virage qu'on veut effectuer dans ses choix d'analyse. Et voilà, et nous, c'est vrai qu'on l'a pris assez tôt. D'accord, ok. Donc le pendant de la précédente question, c'est de quelle réussite es-tu fier aujourd'hui? Il y en a plein. Il y en a plein. Je dirais la première, plus d'une trentaine de designers qu'on a formés déjà depuis les débuts de cette méthode en interne, alors qu'ils travaillent encore aujourd'hui chez nous ou qu'ils soient partis. C'est vrai que c'est assez beau de voir voilà, certains de nos designers qui sont devenus des clients Content Square, et qui sont vraiment heureux de travailler au quotidien sur cette méthode, qui ont pu s'épanouir professionnellement via cela aussi. Côté client, je dirais qu'on a vraiment la chance d'avoir des clients fidèles depuis toutes ces années qui vont jurer que par la qualité des analyses et des recommandations qu'on leur fournit, parce qu'ils ont vu l'impact vraiment voilà, significatif de notre partenariat, aussi bien sur leur chiffre d'affaires que sur l'amélioration purement utilisateur de leur parcours. Donc ça, c'est très valorisant. Je peux même vous partager 2 cas clients qu'on a observé récemment. Donc le premier, on a la marque Moss Bros qui a vu de manière proactive que en répondant aux questions des visiteurs avec plus d'informations à disposition, comme la description du produit, un accès facile aux avis et aux produits recommandés, sur sa page produit, il a pu générer 14% d'augmentation d'atteinte de la page panier, ce qui est assez considérable en très peu de temps, avec une hausse de conversion de 13%. Et pour vous donner un autre exemple d'optimisation rapide d'un de nos clients, on a eu la marque de vêtements G-Star qui a remarqué que le contenu dédié aux réseaux sociaux, vous savez, on a de plus en plus ce type de contenu sur les sites aujourd'hui de vêtements où on va avoir des influenceurs qui vont porter tel ou tel modèle. Donc ça va changer de l'approche classique des modèles qu'on a sur les sites internet. Et donc voilà, ces blogs dédiés au contenu réseaux sociaux, aujourd'hui c'est quelque chose de très consommé. Et donc pour la marque, on avait un taux d'attractivité qui était de 12%, un taux de conversion par clic qui était quasiment de 5%. Pourtant, ce contenu était placé en bas de page, donc peu de visibilité, seulement exposé à 8%. Donc voilà, il n'y a pas eu de longue analyse à faire. Ils se sont dit, voilà, c'est définitivement un contenu attractif, il faut le rendre plus accessible à nos utilisateurs. Et donc, ils l'ont remonté en haut de leur page d'accueil. Et cela leur a permis d'augmenter très rapidement les taux de clics, les taux de conversion sur ces contenus. Donc voilà, il y a beaucoup d'optimisations qui peuvent être faites vite et bien. Et c'est vrai que de voir nos clients nous partager tous ces succès mois après mois, c'est très valorisant. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir accès à plus de cas clients, de bonnes pratiques, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur LinkedIn, je serai ravie de vous aider. Et une autre réussite dont je voulais vous parler, côté projet plus interne, c'est vrai qu'on est sur une optimisation continue, infinie de nos outils, nos sites internes, notre site corporate, notre produit. Voilà, on se satisfait jamais d'une petite hausse de performance. On veut encore et toujours proposer les meilleures interfaces et parcours digitaux. Et comme je disais, vraiment voir des premiers étudiants formés et certifiés, c'est vraiment une fierté. Et c'est que le début de cette accélération de l'intégration de la méthode data-driven dans les structures. D'accord, Fanny. Pour terminer l'interview, j'aimerais te poser 3 questions. Et la première, c'est qu'est-ce qui te différencie d'une autre designer, s'il te plaît? Vraiment, je pense que chaque designer est unique. Ma différence, ça viendrait dans ma capacité à remettre facilement absolument tout en question. J'ai tellement vu des a priori qui étaient contredits par la data
qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas de problème à tout remettre en question. Et d'ailleurs, j'aime bien tout remettre en question pour être sûr que voilà, on va toujours trouver la meilleure solution. Et c'est ce qui fait aussi ma détermination à trouver toujours la meilleure recommandation basée sur la data. D'accord. La deuxième question, c'est comment vois-tu ton métier dans une dizaine d'années, s'il te plaît? Je suis convaincue vraiment que le design data-driven sera dans la normalité. Et en plus, on aura de nouveaux challenges avec des nouveaux cas d'usage à analyser. Je pense notamment à la réalité augmentée, les mondes virtuels, probablement des nouveaux devices et tant d'autres choses qu'on ignore même, je pense, à ce jour. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment important pour les designers d'aujourd'hui de rester ouverts d'esprit, car vraiment nos expériences vont évoluer. Il faut vraiment pas se conforter à celles qu'on connaît aujourd'hui, qu'on aime aujourd'hui. Tout va évoluer, tout va changer. Donc il faut être prêt à ça. D'accord. Et pour compléter, ça me paraît complètement normal pour un designer de s'intéresser à tout le monde qui l'entoure et particulièrement à la tech aujourd'hui, mais aussi à l'écologie, à l'environnement de la Terre. C'est des choses qui sont complètement essentielles et bien sûr à la culture générale. Complètement. La troisième et dernière question pour clore cette interview, c'est si tu avais un seul conseil à donner à nos auditrices et à nos auditeurs, quel serait ce conseil, Fanny? Eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y, franchissez le pas du design data-driven. Si vous hésitez encore, faites-vous conseiller, accompagner, mais voilà, vous en ressortirez avec tellement de savoir que vous ne voudrez plus vous en passer. Eh bien, merci beaucoup Fanny d'être intervenue sur Design Plus. C'était vraiment un échange très sympa. Ça m'a permis aussi de découvrir cette méthodologie que je ne connaissais pas. Alors au moins, merci pour ça. Et maintenant, je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, c'était un plaisir de vous présenter ce sujet qui me passionne, qui vraiment répond aujourd'hui, je pense, à un besoin de nos designers de pouvoir valider leur travail. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que j'ai attisé votre curiosité et que voilà, vous n'hésiterez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Merci beaucoup à Fanny d'être passée dans Design Plus pour nous exposer cette méthode récente du design data driven. Et vous, chères auditrices et auditeurs, qu'avez-vous pensé de cette méthode? Pensez-vous l'utiliser prochainement? Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Et pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. À bientôt sur Design Plus. Salut! Design Plus.